Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Très content d'être avec vous ce soir. Merci Alliance Vita. Merci aussi pour l'intérêt que vous portez à ces sujets, qui sont des sujets, je pense, importants. Ce que je voudrais ce soir essayer de partager avec vous, c'est une réflexion qui nous aide à comprendre notre époque, qui nous aide à comprendre la transformation de notre culture. Dans ce qui vient d'être dit par M. Bellamy, un mot important, l'accomplissement de soi, l'accomplissement de notre nature. La question des droits de l'homme est centrale, porte à son centre la notion d'accomplissement de soi, l'accomplissement de notre nature. On le voit par la culture, les droits de l'homme sont un instrument de cet accomplissement. Au-delà, ce sera dit plus tard, le transhumanisme est un prolongement de cette visée d'accomplissement de soi, dès lors que l'on ne sait plus quelle est la limite de soi-même. L'accomplissement de soi est au cœur de la philosophie, au cœur de la pensée déjà de saint Thomas d'Aquin. Elle est encore aujourd'hui au cœur de la pensée contemporaine des droits de l'homme, de l'affirmation de soi, de l'individualisme et du transhumanisme. L'accomplissement de soi, c'est l'idéal de perfection. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la perfection, l'idéal de perfection, est au cœur de la nature humaine, au cœur de l'homme, au cœur de chacun. Et c'est cet idéal qui nous gouverne largement. C'est aussi cet idéal qui nous conduit à vouloir aller au-delà de la nature, puisque l'homme, dans sa nature aussi spirituelle, est toujours tendu au-delà de sa propre nature matérielle, au-delà de lui-même. Cet idéal, il s'exprime spirituellement, et lorsqu'il ne peut plus s'exprimer spirituellement, il s'exprime par la volonté individuelle. Cet idéal, il s'exprime aussi dans le cadre social, à l'égard de l'État, à l'égard des autres dans la société, et il s'exprime au moyen également des droits de l'homme. L'accomplissement de soi, la perfection, ce désir de perfection est le moteur profond de chacun de nous, en tout ce que nous faisons, mais aussi plus largement de la société. Et les droits de l'homme sont fondés fondamentalement sur cet idéal de perfection, d'accomplissement de notre nature, puis d'accomplissement individuel. Qu'est-ce que le droit ? Le droit, ce sont un ensemble de normes qui aident chacun, en chaque circonstance, à accomplir le bien. Et qu'est-ce que le bien ? Le bien, c'est précisément l'accomplissement, la perfection de chaque chose selon sa nature propre. Le droit est l'instrument qui aide chacun à accomplir le bien, à s'accomplir lui-même. Les questions de mariage, par exemple, sont liées à l'accomplissement du couple dans la société. Comment expliquer aujourd'hui que les droits de l'homme, qui sont centraux dans notre société, qui sont au cœur de notre culture depuis longtemps, et qui bénéficient d'un très grand prestige, sont maintenant de plus en plus utilisés pour promouvoir des nouveaux droits qui vont contre la nature humaine élémentaire. Comment expliquer que les droits de l'homme aujourd'hui sont des instruments de libéralisation de l'avortement, alors même que le droit premier dans les droits de l'homme est le droit à la vie ? Comment expliquer que les droits de l'homme sont l'instrument par lequel on impose la libéralisation du suicide assisté, alors que les droits de l'homme ont le droit à la vie en leur centre? Comment expliquer que les droits de l'homme sont devenus l'instrument par lequel on impose la libéralisation de la GPA, de la maternité par autrui? Comment expliquer que les droits de l'homme, qui pourtant sont fondés et reconnaissent le droit au mariage de l'homme et de la femme, aujourd'hui sont utilisés pour légaliser et imposer l'adoption par des personnes ou des couples de même sexe, et imposer la reconnaissance par les États des relations stables entre personnes de même sexe? Nous sommes confrontés, et il faut être conscient, à un changement profond, rapide et brutal des droits de l'homme. Les droits de l'homme, lorsqu'ils ont été refondés après la Seconde Guerre mondiale, l'ont été dans un esprit assez démocrate chrétien, qui voulait affirmer, énoncer, protéger une conception classique, on va dire, historique de la nature humaine, de la personne et de la société. Comment se fait-il que ces droits, qui au départ réaffirmaient, pourrions-nous dire, les droits naturels de la personne,
liberté d'expression, liberté de pensée, liberté d'association, tous ces droits qui découlent de la nature humaine, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils en viennent de plus en plus à imposer non plus des droits naturels, mais des droits que nous pourrions qualifier d'antinaturels. Des droits qui précisément ont d'autant plus de force qu'ils vont contre la nature matérielle. Le droit à la GPA, le droit à l'adoption, sont des droits qu'on pourrait qualifier d'antinaturels, puisqu'ils tendent à imposer la volonté individuelle malgré la nature. Le droit à l'euthanasie, au suicide, est aussi un droit antinaturel, de même le droit à l'avortement. Comment expliquer cette révolution qui apparaît aujourd'hui de façon manifeste dans notre société? Cette révolution s'est faite en 2 temps, je dirais. Mais pour cela, il faut revenir à l'origine de la création des droits de l'homme contemporains. Non pas les droits de l'homme du XVIIIe siècle, mais les droits de l'homme du XXe siècle, les droits de l'homme de l'après-guerre. Je pense qu'il y a une petite différence de nature entre les droits de l'homme du XVIIIe siècle, de la philosophie des Lumières, et les droits de l'homme démocrates chrétiens qui ont été réaffirmés après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la société occidentale avait été confrontée à des États qui niaient fondamentalement la dignité humaine, qui niaient fondamentalement ce qui a de la valeur en toute personne. Ces États prétendaient agir au nom du droit, dans le respect du droit, dans un respect du positivisme juridique. C'est contre la souveraineté de ces États, contre le positivisme, l'affirmation de la légalité qui va jusque dans la négation de la dignité des personnes, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce mouvement d'affirmation contre l'État, contre le danger que constitue l'État, des droits fondamentaux de la personne. Contre l'État qui s'était révélé barbare et assassin, il a fallu réaffirmer la personne, faire prévaloir la personne sur l'État. L'affirmation des droits de l'homme en 1945, 1948, 1950, c'est l'affirmation de la prééminence de la personne sur l'État. L'État est dangereux, la personne est le sujet du droit, elle est aussi le but du droit. L'État est là pour protéger et servir la personne, et non pas l'inverse. Ainsi donc, les droits de l'homme en 1948 et en 1950 visaient à protéger la personne contre l'État, fondamentalement. L'État avait l'obligation de respecter la liberté de la personne, de ne pas l'empêcher de s'accomplir. Comment a-t-on défini ces droits? On les a définis par rapport à la nature humaine. Dans l'expression droit de l'homme, ce qui est difficile, ce qui pose question, ce n'est pas le droit, mais c'est l'homme. Répondre à la question « quels sont les droits de l'homme » revient à répondre à la question « qu'est-ce que l'homme » Fondamentalement, au cœur des droits de l'homme réside la question de l'identité de la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Si vous répondez à cette question, vous répondez à la question « que sont les droits de l'homme » Après la Seconde Guerre mondiale, on a défini les droits de l'homme en se fondant sur une définition qui se voulait assez objective de l'homme, fondée sur une compréhension de la personne vivant en société. Et lorsque l'on a défini les droits de l'homme, on a principalement défini tous ces caractères qui nous distinguent des animaux, qui font que l'homme est l'homme. Les droits de l'homme, d'alors, visaient à défendre et à protéger ce qui, en chacun de nous, fait que nous sommes hommes, ce qui nous distingue des animaux. Liberté d'expression, liberté de pensée, de religion, etc. Et donc, ce sont ces caractères spécifiques de l'homme qui méritaient d'être protégés contre l'État. Et ce sont tous ces caractères qui ont bénéficié d'une protection sous la forme d'un droit de l'homme, contre l'État, opposable à l'État. Protéger la personne. Or, que s'est-il passé? L'affirmation et la définition des droits de l'homme, fondée sur une idée de la nature humaine, est apparue progressivement, elle aussi, contraignante. Le droit, fondé sur l'État, était déjà une contrainte imposée à la liberté des personnes, puisque c'est l'État qui définissait les limites de l'agir humain. Transposé, en fondant les droits sur la nature humaine, on fonde encore une fois le droit sur une philosophie.
Même si cette philosophie prétend être objective et être vraie, pour certains, cette conception de la nature humaine, qui veut que le mariage soit entre un homme et une femme, par exemple, ou qui veut que toute vie soit respectée depuis la conception, cette conception de la nature humaine était perçue comme étant culturelle, comme étant elle aussi une limitation de la liberté. Si bien que progressivement, avec l'affirmation de l'individualisme, dans la seconde moitié du XXe siècle, ce n'est non plus la personne, le concept de personne, qui définit les droits de l'homme, mais de plus en plus l'individu, chaque individu qui est lui-même le sujet et l'objet des droits de l'homme. Chaque personne, par la révolution individualiste, prétend se définir lui-même, prétend dire pour lui-même quelle est sa perfection. Ce n'est plus la perfection abstraite de la nature humaine qui devrait être accomplie, puisque celle-ci encore serait imposée. C'est chaque personne, chaque individu qui dirait pour lui-même quelle est sa perfection. Lui seul serait la véritable réalité, la volonté individuelle serait l'ultime réalité à laquelle finalement nous pourrions nous référer et sur laquelle nous pourrions fonder le droit sans porter atteinte à la liberté. La volonté individuelle serait l'ultime réalité, même si elle est toute subjective. Et donc c'est sur cette volonté individuelle qu'aujourd'hui les droits de l'homme sont refondés, dans la volonté toujours de respecter la liberté des personnes et d'être un instrument pour contribuer au perfectionnement, à l'épanouissement de chacun. Aujourd'hui, les droits de l'homme continuent, et de plus en plus, à se présenter comme un outil au service de l'épanouissement individuel. La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé ce droit, et l'affirme de plus en plus, le droit à l'identité, le droit à l'épanouissement de soi-même, comme étant la source et l'origine du droit. Deux changements fondamentaux se sont opérés dans les droits de l'homme. Premier changement fondamental, les droits de l'homme ne visent plus seulement alors à protéger la personne contre l'État, de l'État. L'État n'est plus perçu comme un danger, comme il l'était encore en 1945 ou face à des régimes totalitaires en Europe. Avec la démocratie et l'État de droit et l'État social, l'État est perçu plutôt comme un soutien, si bien que les individus n'attendent plus seulement de l'État qu'il reste extérieur à leur vie, mais au contraire, nous attendons de l'État qu'il devienne un instrument, un soutien par lequel nous pouvons nous réaliser nous-mêmes. L'État n'est plus seulement là pour protéger les personnes, mais aussi pour les aider à s'accomplir, à se réaliser. Et c'est pourquoi aujourd'hui des personnes demandent à l'État de les aider, par exemple, à se suicider. Parce que c'est par l'État que les personnes envisagent, pensent pouvoir se réaliser. Et c'est aussi par l'État que les individus de notre société individualiste pensent encore pouvoir exister. Deuxième changement fondamental, donc ce n'est plus la personne, mais l'individu qui fonde les droits de l'homme. Deuxième changement fondamental, le rôle de l'État change fondamentalement comme un État qui soutient. Le droit a un rôle central dans ce contexte. Dans une société individualiste, une société largement atomisée, où chaque personne affirme par lui-même la réalité, sa volonté comme étant la seule réalité, la société n'est plus d'accord sur l'ensemble de la réalité. Le droit acquiert un rôle de recomposition, de réaffirmation de ce qu'est la réalité. Le droit devient de plus en plus une réalité de substitution faite de l'ensemble des volontés individuelles. C'est pourquoi aujourd'hui les droits de l'homme sont au cœur des débats sociaux, puisqu'ils sont devenus le reflet de notre société et toute forme de nouveau droit qui serait affirmé serait comme un progrès ou un changement dans la définition de la personne et de la société. Tout comme les droits de l'homme sont fondés sur une définition de l'homme, tout changement aujourd'hui des droits de l'homme a pour effet de changer la définition socialement acceptée de ce qu'est l'homme. Les deux éléments sont fondamentalement associés, et donc voilà en quelques mots
l'explication, selon moi, de la transformation des droits de l'homme. Je vous remercie.